La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition des interviews d'Eric Cooper. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'un de mes personnages bande dessinée favoris, c'est Jeannette Pointu, journaliste de son état. Quel ne fut pas mon plaisir de pouvoir rencontrer le créateur justement de Jeannette Pointu, un peu son papa, Marc Wasterlin. Je l'ai rencontré à l'occasion de l'expo qui est organisée au Centre belge de la BD, une expo intitulée « Les univers d'un raconteur d'histoire ». J'ai voulu savoir, parce que c'est vrai qu'on connaît Jeannette Pointu, on connaît le Docteur Poche, mais connaît-on les autres personnages de Marc Wasterlin? Ce fut ma première question. Bon, le problème, c'est qu'il y en a une tapée, mais c'est pour ça que c'est encourageant de venir voir cette merveilleuse exposition au Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles, préparée par Jean Auquier et puis par le commissaire de l'exposition qui est Jean-Claude Delarroyère et toute une équipe, un scénographe, etc., qui ont montrer les différentes facettes de ce métier et notamment aborder les différents personnages pour les montrer. Bien sûr, il y a le docteur Poche, mais auparavant, c'était Monsieur Bonhomme dans Tintin. Et quand le journal Tintin s'est arrêté, chez Spirou, c'est l'époque. Je travaillais avec Peyo, et puis Peyo est pris par ses affaires qui deviennent internationales et n'a plus vraiment le temps de s'occuper du studio où il y avait Walteri, par exemple, qui dessinait Benoît Brisefer et aussi avait travaillé beaucoup sur les Schtroumpfs et Jean et Pirlouit. J'y arriverai en respirant un peu. Et puis, tout à coup, chez Spirou, on ne voulait pas d'un jeune dessinateur qui lance un nouveau personnage, mais parce qu'on préférait une page de Schtroumpf en plus, il faut bien le dire, c'est vrai. Mais tout à coup, ils sont ouverts, et puis, comme il y a déjà eu Monsieur Bonhomme dans Tintin, mais c'est Thierry Martens qui est le rédacteur à l'époque, et il ne veut pas avoir de problème avec son successeur, son concurrent, donc le Lombard, et il dit moi j'aimais bien Monsieur Bonhomme, son univers, mais tu peux faire quelque chose comme ça, mais s'il te plaît, invente-nous un autre personnage avec un autre nom, et alors ça ira, je le prendrai. Et ça deviendra le docteur Poche. Poche, pourquoi? Parce que c'est un magicien, il peut sortir de sa poche des colombes ou toutes sortes d'objets comme un vrai magicien. Il a une baguette magique et surtout un manteau rouge qui lui permet de voler, de s'envoler. Ce que je croyais pouvoir faire quand j'étais petit et que je m'endormais dans mon lit. À force de vouloir, par la pensée, me soulever comme un moine tibétain, je crois que je finissais par m'endormir et rêver que je volais réellement. Alors, il y a d'autres personnages. Il y a eu ensuite les Pixels, par exemple, qui ont été publiés d'abord dans Pif Gadget et que pour François Cortegiani, un ami qui était rédacteur à l'époque du Pif. Et puis, Pif s'arrêtant, c'est Michel Jans, l'éditeur des éditions Mosquito à Grenoble, qui a repris ses albums et m'en a fait faire de nouvelles histoires. C'est pour les gamins, hein, ça. Et malheureusement, ça a été moins bien distribué parce que c'est difficile. La tranche d'âge pour laquelle j'ai toujours essayé de travailler, ce sont les enfants. Mais c'est pas étonnant que le dessin réaliste ait pris tant de place parmi la bande dessinée en général, parce que un dessin réaliste, ce sont des gens qui sont déjà un peu plus âgés, qui commencent peut-être à travailler, qui en tout cas font ce qu'ils veulent pour s'acheter un CD ou un bouquin, et qui se l'achètent eux-mêmes, ils font leur choix. Mais pour un enfant, il faut demander à maman, et donc maman, elle connaît Boulet Bill ou Lucky Luke, et puis voilà, c'est ça qui est difficile. C'est le public le plus dur à... Pourtant, ces histoires des pixels, c'est vraiment un enfant à qui les parents l'ont laissé lire, il veut les trois autres, évidemment. Et ce n'est pas que pour les gamins, c'est pour les filles aussi. Il y a eu d'autres personnages, Gilles et Georges, par exemple, qui paraissait dans le journal Okapi de Bayard Presse. Okapi a repris d'ailleurs par contrat
C'était une entente entre les deux maisons d'édition, Dupuis et Bayard. Certaines histoires de Jeannette Pointu, par exemple Le Monstre ou bien Mission sur Mars, ont été directement, les Femmes girafes ont été directement publiées dans Okapi, mais ce sont les éditions Dupuis qui sortaient les albums. Cette envie de donner vie à des personnages, elle est née comment ? Comment un jour vous avez commencé à dessiner ? Plus d'une modestie extraordinaire, je pensais que les histoires de Tintin, il leur manquait quelque chose. Alors je devais avoir 10-11 ans, hein. Et donc sur des petits carnets, je réécrivais des séquences qui me semblaient que ça manquait dans les albums d'Hergé. Alors voilà, ça commence comme ça. Et puis j'avais essayé toutes sortes. Je pensais devenir un grand savant, par exemple. Et donc j'avais, comme Einstein, et donc j'avais été à la bibliothèque de Mons parce qu'elle venait d'ouvrir un nouveau secteur pour les jeunes, etc. Et donc je m'amène avec mon petit billet sur lequel j'avais écrit le nom de l'ouvrage qui m'intéressait, la théorie de la relativité d'Einstein. Alors le bibliothécaire, qui avait un certain âge, se redresse derrière son pupitre et me dit « Vous êtes sûr ? Vous préférez pas lire Robinson Crusoe ou Jules Verne ?» Alors, je dis « Non, je veux ça. » Alors il va le chercher. Et on ne me le demande pas souvent ça, hein. Prenez-en bien soin et rapportez-le. Bon, enfin bref, quand j'ai rapporté la théorie de la relativité d'Einstein, il y a des petits croquis là-dedans hein, pour expliquer une bille qui voyage dans un train, etc. Alors, vous l'avez lu ? Je dis, oui, tout. Et vous avez bien compris ? Pas tout, mais en tout cas, j'ai décidé ce jour-là que la carrière de grand savant n'était pas fait pour moi parce qu'il fallait faire trop de maths et je détestais les mathématiques. Tout comme je voulais devenir designer, ce qui me plaisait le plus, c'était les Ferrari. Mon père était abonné à une revue automobile et je voyais. Et puis on donnait les adresses de tous les constructeurs. C'était le Sciences et Vie qui faisait ça, des numéros spéciaux. Et donc j'avais écrit, moi, voyant que mon père était médecin à Herculine, dans le Hainaut. Et j'avais employé le papier en tête de mon père, docteur Westerlin, et écrit à M. Enzo Ferrari, dottore Enzo Ferrari, à Turin, en envoyant des modèles que j'avais dessinés moi-même. Vous voyez bien que c'était un gamin qui avait fait ça, avec du bic rouge, quoi. Et puis je les avais peint les voitures d'autres couleurs, jaune, vert, bleu, etc. Et je demandais comment on devait faire pour devenir dessinateur, designer de carrosserie de voiture, etc. Bon, ça, c'est une question. Et en plus, une autre question, pourquoi est-ce que ils faisaient leur voiture en rouge ? Et il m'a répondu que pour le rouge, il disait, nous n'avons que cette couleur-là. C'est ainsi, ça le dispensait. Mais pour le reste, il renseignait des écoles qui formaient des designers, des ingénieurs. Alors, donc là aussi, il fallait faire beaucoup de maths. Donc j'ai renoncé à cette carrière de designer automobile. Et Hergé, est-ce qu'il a été au courant des petites ajoutes que vous avez fait pour ces bandes dessinées ? Non, j'étais gamin quand je faisais ça, je n'aurais jamais osé penser. Par la suite, je me suis rendu compte de ma profonde erreur. Hein. Est-ce qu'il y a des dessinateurs, on vient de parler d'Hergé, qui vous ont influencé ? Il y avait évidemment Gigé, il y a Franquin, Peyo parce que oui, j'ai travaillé avec lui, puis j'emploie encore le système. Toutes sortes de systèmes que j'ai pu apprendre chez lui, par exemple de faire des bouillons pour placer, pour la mise en page, pour mettre directement bien structurer les personnages déjà dans leur présentation. On le voit ici dans l'exposition, car ils ont retrouvé des croquis que je faisais pour des scénarios de Schtroumpf, j'en ai fait quand même pas mal, et on voit que les personnages sont directement bien
posés à leur place, dans leurs gestes principaux. Et c'est exactement comme ça que procédait Pierre Cullifort, Peyo. J'aimerais qu'on parle de vos deux personnages, disons, les plus connus. On va commencer par Jeannette Pointu. Est-ce qu'on peut dire que Jeannette Pointu, c'est un peu la version Tintin féminine du XXIe siècle, bien qu'elle soit née, c'est vrai, à la fin du XXe? Oui. Mais on l'a dit, hein, certains pouvaient dire oui, c'est le Tintin féminin, etc. Bon, il est vrai qu'à l'époque d'Hergé, il y avait peu de héroïnes féminines. Quoique, ça se discute, il y en avait quand même. Agi, par exemple. Voilà. Mais Tintin, la vision d'Hergé du journalisme, c'était un peu des grands reporters dans le temps qui voyageaient. Donc, c'est la référence pour Hergé, c'était sans doute Jack London, qui était une sorte d'écrivain qui voyageait dans le monde et relatait ce qui se passait en Chine ou aux États-Unis, en Afrique, etc. Donc, c'est comme une sorte d'écrivain. Et c'est ainsi qu'il montre Tintin. On voit peu pénétrer dans les locaux d'un journal ou taper un article lui-même, etc. Tandis que Jeannette Pointu, elle promène ses appareils photo. C'est une photographe, reporter. Et donc, elle commente ses photos. On la voit à la rédaction, on la voit dans un album à l'imprimerie, etc. Ce qu'on appelle ça, en conférence de rédaction, etc. Ici, j'ai repris Jeannette Pointu, ce sera le 21e album pour les éditions Mosquito, et ça s'appellera, c'est prévu pour 2020, pour le festival d'Angoulême, que ça sortira aux éditions Mosquito, et ça s'appellera Fake News. On est déjà dans l'actualité, rien qu'avec ça, où elle commence en Libye, en Syrie, à se retrouver en zone de guerre pratiquement, et rentrer dans son journal alors qu'on a annoncé son décès. C'est une première fake news. Elle n'est pas contente. Et puis, des gilets jaunes qui manifestent dans la rue, pour apprendre par son rédacteur que leur journal vient d'être racheté par un grand groupe multimédia qui ne veut plus de ces reportages d'actualité où on voit toutes les atrocités du monde, de l'actualité, et qu'on préférera parler des stars du cinéma ou de la chanson, des Peoples, et du showbiz, des vacances, du tourisme, de la mode, etc. quoi. Donc là, elle est virée comme son rédacteur également. Ça commence bien. Hein. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, une nouvelle aventure de Jeannette Pointu. Si. Oui, non, mais le fait qu'il y aura bientôt une nouvelle aventure de Jeannette Pointu. On dit que c'est que cette série de Jeannette Pointu, c'est la série BD la plus réussie des années 80. Vous en pensez quoi de cette affirmation ? Par rapport aux autres BD que vous connaissez, vous pensez vraiment que c'est la série la plus réussie ? Dernièrement, on a eu Guibert avec le photographe. Ce sont des photos d'un de ses amis qui est décédé, qui était photographe et qui a couvert l'Afghanistan. Et beaucoup de son travail sont repris de ces photos originales. C'est fort professionnel, je veux dire, si on recherche ce qui s'approche. Pour Jeannette Pointu, en effet, il y a des références aux actualités, mais les actualités changent, quoique il y a des thèmes qui sont universels et intemporels. Et donc on y retrouve des références à l'actualité, mais ceci dit, en ce qui concerne les éditeurs, il faut que ça se transforme en une petite aventure où on court après ceci, après cela, et tout en ayant l'air de rien, de passer à côté du décor alors de l'actualité, car si je m'y emploie uniquement, je risque alors, c'est ce qui s'est passé finalement, d'avoir des reproches de la part des éditeurs. De l'époque, hein, parce que maintenant, ça ne semble plus être vraiment ainsi. Vous avez créé Jeannette Pointu parce qu'en fait, vous avez collé une sorte d'étiquette avec le Docteur Poche d'être un peu le poète de la BD. C'est vrai ça ? Oui, bien sûr, mais poète, on m'a pas rendu service en disant ça. Et oui, l'exposition ici consacre un chapitre
un peu de poésie ne nuit à personne. Mais ce n'est pas ça l'explication. L'explication, c'est que tout en employant les débordements de ma vaste imagination et en la laissant courir, et le docteur Poche est un chouette personnage pour ça. On peut le lancer dans tout univers fantastique, allégorique ou fantaisiste, jusqu'à la poésie, pourquoi pas. Mais malgré ça, moi, je suis toujours resté intéressé par tout ce qui se passe, les progrès, l'évolution de nos sociétés. Et j'avais envie quand même de le montrer. Et donc, je me suis inventé un personnage pour le faire. Il ne me ressemble pas. Hein. On va parler du docteur Poche. Alors, c'est un médecin généraliste qui vole et qui vit des histoires surréalistes. C'est qui vous a inspiré, le docteur Poche? Votre père? On pourrait dire ça, quoique il n'était pas très surréaliste, lui. Hein, au contraire, hein, c'est normal pour un médecin, peut-être. Mais quoique. En fait, il aurait bien voulu que je devienne médecin. Et dès 6-7 ans, il me faisait conduire sa voiture. Mais dans les villages, là, à l'époque, vous savez... Dans ces temps lointains, on ne croisait qu'un tracteur, le bus ou la camionnette de la poste, hein, ou un tracteur et quelques vaches qui traversaient la route, c'est tout. Et donc, il m'amenait chez des clients, je regardais, ou bien je jouais avec les enfants de la ferme si il y en avait, et si c'était le jeudi, jour de congé à l'époque. Mais ça ne m'attirera pas vraiment. Hein. Je crois bien que je sais déjà que je voudrais raconter des histoires. Les sources d'inspiration. C'est venu avec Jeannette Pointu sur des thèmes donnés par le rédacteur à l'époque de Spirou qui était Talot et qui m'a fait faire des suites d'histoires complètes sur le développement durable, la place de la femme dans le monde, etc. Et là, effectivement, on retrouve, mais même y compris dans Mission sur Mars, où elle défend certaines thèses qu'on retrouve à l'heure actuelle dans la rue avec les lycéens. Est-ce que vos sources d'inspiration, à la fois pour Jeannette Pointu et le docteur Poche, est-ce qu'ils sont similaires? Est-ce que vous puisez vos inspirations aux mêmes endroits, au même moment? Non, parce que ça équivaut à la question précédente où j'ai parlé du docteur Poche comme étant une liberté d'imagination et de Jeannette Pointu pour me servir au contraire du réalisme et de l'actualité, tout en l'incluant dans une aventure un peu plus traditionnelle de bande dessinée. On va parler d'André Franquin. Il aurait aimé dessiner comme vous. C'est ce qu'il dit. Monsieur Franquin, on va dire, était trop gentil. Et je crois qu'à cette époque, quand il cite ça, il pense pouvoir faire appel à moi, ou en tout cas, il hésite entre plusieurs collaborateurs, mais il voit bien que je suis engagé à mes propres personnages. Et on travaillera ensemble sur un projet avec Delporte de dessin animé pour le Marsupilami, qui finalement ne verra pas le jour. Mais c'était quelqu'un de fort honnête. Nous avons tous été payés pour ce travail, même s'il n'a pas abouti. Et André Franquin s'était intéressé vraiment à mes productions, car il m'a invité un soir à dîner sur la grande place de Bruxelles. Et il a sorti un dossier où il avait découpé toutes les pages que j'avais publiées déjà dans Tintin et ensuite dans Spirou, etc. J'étais surpris parce que je ne pensais pas que je pouvais retenir l'attention d'un si illustre dessinateur. Et il me dit... donc, voyant mon étonnement pour le travail que je faisais, l'étonnement, il me dit, mais ça m'intéresse parce que vous, au moins, vous racontez quelque chose. Et c'est flagrant. Tandis que dans notre métier, vous savez, me dit-il sur le ton de la confidence, il y a beaucoup de remplisseurs de cases. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais
ça veut dire aussi il pouvait ne pas être si gentil que ça avec ses collègues. On vient de parler de Franquin. Gaston était adapté au cinéma. Vous verriez Jeannette Pointu ou le Docteur Poche au cinéma ? Pour le Docteur Poche, ce serait difficile, peut-être en dessin animé, avec des personnages réels. Ça ne semble pas évident. Et puis, ça conviendrait mieux au dessin animé. C'est faisable. J'ai l'intention, de toute façon, quand je serai vieux, j'ai déjà 73 ans, 73 ans, comme on dit en France. Mais quand je serai vieux, je me promets de novéliser, comme on dit, c'est-à-dire de faire un roman en reprenant les principaux sujets des histoires du Docteur Poche, dont notamment la planète des chats. Par contre, pour Jeannette Pointu, c'est un peu comme Natacha. Il y a eu un projet à un moment. Une actrice pourrait très bien le faire. Jeannette Pointu également. Ce n'est qu'une question de décor ou de coût, comment trouver des avions, du matériel, aller tourner dans la jungle ou dans le désert. Je sais pas. C'est une question de production, mais ça doit être possible. Par contre, ce qui ne me plaît pas toujours dans ce genre d'adaptation, c'est que on oublie trop alors qu'il y a... Je sais bien que les techniques sont différentes et que pour le dessin animé et pour le film, etc. Je le sais. Et je sais comment ça marche. Mais on ne prend pas la précaution d'interroger le principal auteur pour savoir comment vraiment est la mentalité du personnage, est-ce qu'il ferait tel geste ou ferait telle réflexion. Tout à coup, d'autres gens s'emparent des trucs et ça vous échappe alors. C'est le jeu peut-être, c'est peut-être comme ça. Alors on arrive malheureusement à la fin de l'interview. Donc vous nous avez promis un nouveau Jeannette Pointu qui va s'appeler Fake News. Il y aura un nouveau Docteur Poche aussi ? Alors ça, j'ai un éditeur génial, c'est Mosquito. Et en fait, il ne me commande rien, il me laisse faire ce que je veux. Donc ça a été les pixels d'abord, et puis ça a été le retour du Docteur Poche. Je l'ai traduit en néerlandais d'ailleurs. Hein. C'est Dr. Poche et Dr. Switzer, Terrucker naar het Kattenplanet et sa suite, Le Royaume des Chats. Et puis ici, ils auront plus facile parce que le titre ce sera Fake News, mais Jeannette Pointu devient Sarah Spitz en néerlandais. Mais moi j'aurais préféré Jeanneke, mais j'ai pas eu mon mot à dire, c'est dommage. En tout cas, tout ça est visible ici au CBBD jusqu'à septembre. Hein. Et je les remercie de l'effort fantastique qu'ils ont fait, ainsi que vous-même pour l'intérêt que vous m'accordez et tous nos amis. Marc Wasterlin, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de l'expo « Les univers d'un raconteur d'histoire », une expo qui vous est consacrée. C'est au Centre belge de la bande dessinée jusqu'au 15 septembre. Avant de libérer vos petites oreilles, j'ai 3 petites choses à vous demander. La première, si vous avez apprécié cette interview, cliquez sur « J'aime ». N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine interview d'Eric Cooper. Et puis, pour finir, laissez un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Merci et à très bientôt sur votre plateforme podcast préférée. Ça y est, c'est fini.